Philippe, ces plans de relance, enfin, je veux dire, en début de propos, vous nous ramenez sur les banques centrales, parce qu'effectivement les montants investis depuis des années sont colossaux sur les marchés, mais on a quand même aussi des plans de soutien, des plans de relance qui sont peu ou prou dans les cartons, l'automobile je le disais, maintenant l'aéronautique à venir, c'est peanuts, ça compte pas, c'est du beurre, c'est du flan? Oh, si, ça compte. Incontestablement. Ça ne produira pas d'effet? Ça ne va pas. Le plan de soutien au secteur aéronautique ne va pas créer de clients. Ça va empêcher peut-être des licenciements. Ça ne va pas faire que des compagnies aériennes se mettent à commander des avions par centaines. Quand j'entends... Leur permettre peut-être d'honorer leurs commandes déjà passées et de restaurer une forme de confiance, non? Oui, mais quand j'entends Emirates, qui a du kérosène gratuit, expliquer qu'ils ne voient pas de retour à la normale avant 2023, qu'ils vont probablement abandonner aussi l'exploitation des A380, et qu'on va vers un sous-dimensionnement de la flotte à peu près partout. Je pense qu'un plan de soutien est nécessaire, mais ça ne crée pas de demande. L'automobile, c'est pareil. Sauvé Renault, qui peut contester l'intérêt stratégique, social majeur du groupe Renault? Si on s'en va vers du télétravail et que ça réduit, par exemple, de 25 à 30% les déplacements professionnels en voiture, c'est juste qu'il y aura moins d'usure et moins de demandes. C'est quelque chose qui est mécanique. Bien sûr. Donc les plans de relance, vaudrait mieux que ce soit peut-être pas pour un combat d'arrière-garde, mais pour aller vers, pourquoi pas effectivement, l'industrie verte, tout ce qui a trait à l'ESG qui est tellement en vogue. Donc je veux dire, les plans sociaux, ils ont peut-être un plus grand intérêt en termes de préservation de l'équilibre social ou du contrat social, mais qui est effectivement, comme le souligne Sébastien, quand même assez mis à mal par ces parallèles extraordinaires. Ce soir ou demain, mais peut-être ce soir, le Nasdaq 100, qui a clôturé hier à 0,6% de son record absolu, va peut-être battre son record ce soir. Donc vous expliquez à Main Street, aux 40 millions de gens au chômage aux États-Unis, dont, si j'en crois la Fed d'Atlanta, 36 à 40% ne retrouveront pas d'emploi, ce qui signifie qu'il y aura 13 millions de chômeurs en plus à la fin de l'année. Autrement dit, on aura détruit la totalité de tous les emplois créés depuis 2009. Ces emplois ne vont pas revenir. Et vous expliquez à Main Street que le Nasdaq 100 est à son record absolu, qu'il a repris 44%. Vous expliquez également à Main Street que, par exemple, dans Barron's, hier, on peut lire que Microsoft vaudra, actuellement, il vaut 1400 milliards de dollars, probablement 2000 milliards de dollars à l'horizon 2021. Et chez Evercore, vous lisez aussi une étude qui vous dit que Apple vaudra peut-être ou probablement 2000 milliards de dollars. Bon. Alors c'est simple, ça vous fait un upside de 40% sur les 18 prochains mois. Donc moi, si je suis Main Street et que je me dis que je vois déjà que Apple a repris 40%, donc je me dis les 40% de plus, ça me paraît pas complètement impensable avec l'argent des banques centrales. Donc je me dis, entre créer un petit business où je vais fabriquer des masques pour la prochaine pandémie, où je vais mettre $1 million, ou je mets $1 million sur Apple ou sur Microsoft et je me fais 40% ouais, en 18 j'ai plus mois, intérêt au marché financier qu'à l'économie réelle. Peut-être plus m'intéresser à ça. Et vous pouvez effectivement étendre ce raisonnement. L'argent, on voit qu'il est littéralement aspiré vers une dizaine ou une douzaine de valeurs du S&P. Voilà pour le constat, effectivement, et le regard de Philippe Béchade. Un petit mot juste, il nous reste 3 minutes pour essayer de faire un peu de prospective sur ce qui se passe aux États-Unis. Vous en avez dit là aussi un mot, Sébastien, situation intérieure des États-Unis, mais est-ce qu'elle peut changer la donne pour Donald Trump? En clair, est-ce que menacé à l'intérieur, il peut choisir de se refaire la fraise en
en accroissant des tensions internationales avec la Chine, avec l'Europe, enfin bref. Est-ce qu'il peut gesticuler pour essayer d'éteindre le feu ? Alors, gesticuler probablement, et je vous rappelle qu'on n'est plus qu'à 5 mois des élections, donc il est évident que, pour le coup, on savait déjà que plus on se rapprocherait, plus il y aurait de la volatilité probablement non pas dans les marchés peut-être, mais dans la communication de Donald Trump. Mais si en plus il a sur son propre territoire des difficultés liées justement donc à ce grand écart qui est en train de se creuser et au chômage, ça va devenir compliqué. Et dans les sondages, ça commence à devenir compliqué. On a bien vu que quand M. Trump était en difficulté sur les sondages, et cette fois-ci il l'est avec un Wall Street qui est au plus haut, je vous rappelle que c'était son propre baromètre quand même, Wall Street. Donc Wall Street est au plus haut et ça ne l'aide pas dans les sondages, peut-être comme le disait Philippe, au contraire, dans les semaines à venir. Donc on peut s'attendre effectivement à un durcissement. Maintenant, quand je regarde ce qu'il a pu faire sur Hong Kong, d'abord, et c'est pour ça que les marchés sont remontés, ils n'ont pas été inquiétés, c'est qu'il y est allé quand même doucement. Et puis le paradoxe de l'histoire, c'est que il a sanctionné finalement la victime, c'est-à-dire Hong Kong, en enlevant un privilège. Il n'a pas sanctionné les Chinois en tant que tels. C'est ça. Donc on voit bien qu'il est quand même coincé sur ce sujet-là. Alors il peut gesticuler, communiquer. À ce stade, c'est une guerre de communication. Mais attention, le stade suivant, et des Chinois nous l'ont fait entendre, c'est on peut très bien dire tout d'un coup qu'on va plus acheter, et là c'est l'électorat de base américain, le soja et autres qu'on avait mis, rappelons-nous que cet accord tant attendu de phase 1, oui, bien sûr, c'est quand même un accord agricole à la base, plus qu'autre chose. Donc oui, il peut gesticuler, mais on l'a vu avec l'histoire de Hong Kong, c'est compliqué, et Wall Street aujourd'hui n'est plus un soutien en tout cas dans ces sondages. Donc sa position elle va devenir compliquée, y compris sur le phénomène intérieur, et je termine si ça ne va pas très bien, parce que vous avez quand même avec ces déclarations un peu martiales des généraux américains qui commencent un peu à se désolidariser quand même de la parole du président. Philippe, un regard sur ce moment Trump ? Oui, des déclarations outrancières, martiales. Je crois qu'effectivement, il n'écoute plus vraiment ses conseillers. Et ce qui transparaît de ces déclarations, c'est une lecture extrêmement simpliste, avec des ennemis de l'intérieur, probablement instrumentalisés par des ennemis de l'extérieur. Alors tout le monde pense à Soros, aux Antifa, etc. C'est une façon de nier le réel problème interne qui est que depuis qu'il a été élu, il n'a pas réussi à créer de vrais jobs. Ce qui s'est créé depuis 2017, c'est quand même beaucoup de jobs ubérisés. Les inégalités se sont accrues du fait des cadeaux faits aux ultra riches, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit la fiscalité qui est liée par exemple aux investissements boursiers par rapport à celle qui touche l'entrepreneur, là aussi on se dit mais pourquoi autant de tracas avec le fisc pour mener une entreprise, créer de l'emploi, quand les plus-values boursières sont même pas imposées à 15%, et il envisage à nouveau d'abaisser encore la fiscalité. Donc voilà, c'est ce qui n'a pas fonctionné. On va y aller plus fort. Si ça n'a pas marché, c'est qu'on n'avait pas encore fait assez fort, je pense. Philippe Béchat de la Bourse au quotidien, Sébastien Corchia UBS, la maison de gestion était au cœur ce matin du face-à-face d'Intégral Placement.